Soleil, qui est une association qui est née après pas mal de mois de travail, qui est née cet été. Donc nous existons officiellement. Et donc nous sommes en train de mettre en place un réseau de soins avec différents praticiens, on peut les appeler comme ça ou les intervenants comme on veut, qui sont dans toutes les branches du soigné, de la médecine, et qui répondent justement à tous ces besoins dont je viens de parler. Donc nous avons aussi une cellule et nous prenons en charge des personnes qui, on a une adresse mail bien sûr, qui nous envoient beaucoup de demandes, pas forcément que du Covid, au début c'était que du Covid et maintenant ça commence vraiment à être autre chose. Ce qu'on veut nous, nos raisons d'être, c'est de faire du lien, c'est de recentrer justement la question de mettre l'homme au cœur du soin et surtout l'humanité, de redonner l'humanité à tout ça et de permettre aux gens de retrouver vraiment leur autonomie en santé, leur bien-être et à tous les praticiens de pouvoir pratiquer leur art qui est leur passion. Voilà, donc si certains veulent plus de renseignements, nous sommes de toute façon, si on ne nous trouve pas encore, si on n'a pas encore créé nos flyers, mais ça va venir, nous sommes tout à fait visibles sur le site de Réinfo National, mais sinon il suffit de venir nous voir tout à l'heure et on pourra vous donner des informations. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et assez synthétique. Bonsoir, moi je m'appelle Céline, je suis représentante de l'antenne locale du syndicat Liberté sur Villefranche-sur-Saône. Il faut savoir qu'il y en a. Bonjour, on se voit beaucoup, enfin on s'est vu en Zoom, mais c'est vrai qu'en vrai ça change tout. Donc il faut savoir qu'il y a 2 antennes du syndicat Liberté dans le Rhône, une à Villefranche-sur-Saône et une à Lyon. Il y en a aussi une dans le 42. Donc c'est un jeune syndicat, hein, c'est un syndicat qui malheureusement comme l'obligation vaccinale a 1 an, donc tout neuf, qui a été créé par des personnes qui ne supportaient pas ce qui est en train de se passer et qui avaient envie de crier haut et fort que ça n'était pas normal, pas éthique de forcer des gens à s'injecter quelque chose, quel que soit le traitement d'ailleurs. Et donc, tout ça est résumé dans un très beau manifeste qui est présenté sur le site. Donc, le syndicat permet d'aider aussi les personnes financièrement. C'est les personnes suspendues qui en ont besoin. Il permet aussi de les aider juridiquement. Co-responsable juridique qui est là. Et puis c'est essentiellement ça, des conseils. Et puis, donc, comme je vous le disais, le syndicat est en construction, donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà. Alors, juste pour compléter ce qu'a dit Céline, il faut un boulot vraiment extraordinaire. Si vous allez sur le site, alors, tous les soignants, il y a pas mal d'infos déjà au niveau juridique, dans l'onglet Se défendre. Donc le syndicat Liberté Santé, SLS. Voilà. Aussi, si vous voulez en savoir plus, vous donc moi je suis Lydie, je suis soignante, je suis kiné-ostéopathe, enfin j'ai été kiné-ostéopathe. Alors bon, évidemment, j'ai vécu l'obligation vaccinale, ça a été très violent. Donc au départ, une sombre période pendant quelques mois. Et puis j'ai rencontré plein de gens adorables qui font plein de choses pour nous aider, pour nous épauler. Et c'est vrai qu'on est porté, heureusement qu'il y a tous ces collectifs. Et j'ai cheminé et je me suis retrouvée à dire qu'en fait, ils ne nous enlèveront pas notre savoir, notre art, on va dire. Et voilà, et ça, c'est ce qui me réconforte chaque jour, et puis toutes les initiatives qui se mettent en place pour soigner autrement. Moi, je commence à faire du troc avec mes patients, voilà, contre mes soins, ce qu'ils ont à m'offrir. Voilà, c'est ma façon un peu de contourner le système, voilà, en attendant que des choses un peu plus pérennes surgissent. Voilà. Moi, c'est Christine. Je suis membre du collectif
collectif Réinfo depuis mi-septembre l'année dernière, puisque j'ai été suspendue également le 15 septembre. J'étais directrice d'EHPAD et je me suis refusée à mettre en œuvre cette politique tant envers les résidents qu'envers les soignants. Dans un groupe national et je pense que j'ai été le seul cadre à refuser la vaccination. Mais bon, comme l'atteste mes cheveux blancs, j'ai pu basculer en retraite le 1er février, donc pour moi la situation n'est pas catastrophique, à contrario de tous ces soignants qui n'ont pas de revenus. Donc j'ai trouvé vraiment du soutien moral, j'ai rencontré des gens formidables au sein du collectif Réinfo, il y en a plusieurs dans la salle. Et très vite, donc, on a été sollicité pour créer des associations pour redistribuer les fonds que le syndicat SLS avait collectés. Parce que le syndicat ne peut pas distribuer des fonds. Donc, je suis représentante de l'association 3S Lyon Métropole. On est en principe 3 à gérer l'association, en ce moment 2, c'est un peu dur. Et donc, le SLS local, le syndicat SLS local 69 nous passe des dossiers. On les monte et on les retransfère au national et on nous donne de l'argent qu'on peut distribuer. Voilà. Donc on va tenir un stand à la sortie, il y a des flyers qui sont à votre disposition. On est plusieurs à pouvoir répondre à vos questions. Et voilà, merci de votre attention. Yves-Alexandre Rafalovic. J'étais adolescent quand j'ai choisi de soigner et je pense que ça sera jusqu'à la fin de ma vie, quel que soit l'avis de ceux qui croient avoir l'autorité. En fait, ils n'ont pas l'autorité, hein. L'autorité, c'est la qualité d'auteur, c'est-à-dire c'est quand on est écouté pour sa connaissance. C'est pas quand on prend la posture avec des policiers pour alors, jusqu'à septembre, même un petit peu plus tard, octobre 2021, ça faisait quelques années que je travaillais comme salarié de la mairie d'Amblefly, qui avait ouvert un centre municipal de santé. Et j'étais le seul à refuser et donc à partir. Enfin, à recevoir une lettre du maire qui n'a rien voulu savoir. Mais bon, j'ai pas été aussi surpris que peut-être d'autres parce que je voyais les choses venir depuis longtemps. Je participais déjà aux manifestations à Rouen. J'ai toujours été dans la santé environnement, j'ai été dans des syndicats, dans des mouvements militants, etc. Donc déjà dans ma pratique, j'avais arrêté de vacciner les enfants, par exemple. J'ai pris la décision. J'avais pris la décision parce qu'un jour, il y a un gamin un des derniers que j'ai piqué, qui s'est mis à hurler. J'ai dit, mon cœur m'a dit, enfin, j'ai senti en moi le message, c'est toi qui as raison. Ce que je te fais, c'est une agression. Je n'ai pas à te faire ça, quoi. Voilà, je trouve ça confus. Donc j'ai vu depuis un moment le site, enfin, je ne sais pas si on peut les appeler les labos, les banquiers, enfin je ne sais pas d'où ça vient, hein, parce que quand on cherche l'origine de qui nous impose tout ça, on est perdu dans un truc où on n'y voit pas clair. Je pense qu'on va y voir de plus en plus clair, mais c'est pas encore très clair. Hein. Mais bon, des choses qui étaient contraires à... Voilà, donc pendant longtemps, j'ai un peu essayé de passer entre les gouttes, quoi, un peu faire semblant, de dire oui, je suis un médecin généraliste comme les autres, j'ai une bonne relation avec les confrères et tout. Mais voilà, au bout d'un moment, mes confrères me disaient, non, mais ce que tu fais, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. Et puis au bout d'un moment, voilà, c'était tout tenable. Et je ne regrette pas. Je suis un peu comme ce que dit Grégory Panard ou Fouché, on est appelé à autre chose de plus grand. Et ce que je sens qui est nécessaire maintenant, c'est d'accepter, d'abandonner ce
m'a tenu jusqu'à présent, ce qui me rassurait, etc. Je pense qu'on a tous à faire ce travail. Le gros du travail, c'est un travail intérieur. C'est se défaire de nos dépendances, de nos habitudes, de tout ce qui nous rassurait jusque-là, du papa bienveillant, etc., qu'on croyait, qu'on imaginait, qu'on projetait sur les autorités. Non, regardons-les comme ils sont, et puis prenons sur nous de prendre nos décisions, de prendre nos positionnements. Le deuxième travail, c'est de réorganiser le soin, de réorganiser la société, de retrouver du vivre ensemble, de prendre soin de soi, de prendre soin les uns des autres. Et ça, je suis intéressé par ce qui a été dit, hein, ce que vous faites à Lyon, ce que vous faites à Villefranche. Donc moi je suis plutôt dans le nord de la Loire et le nord-ouest du Rhône, c'est-à-dire entre Puy, Roanne, Feur, en gros ce triangle-là. Et j'organise par exemple le 16 octobre une réunion des soignants et de ceux qui veulent aider les soignants pour voir qu'est-ce qu'on met en place. Alors pour l'instant, ce que j'ai trouvé comme, voie de garage, c'est Alliance Humaine. Façon de pratiquer, mais il ne faut pas tout à fait satisfaisant. On va plus devant un ordinateur, on ne peut pas toucher les gens. Mais voilà, on a trouvé ça. Ça permet à des gens qui sont rejetés par par leur médecin, par le système de soins, qui est plus loin du soin institutionnel, de trouver des gens qui continuent à pouvoir leur prescrire des médicaments, par exemple, qui soignent le Covid aigu, le Covid long et les conséquences des injections. C'est en gros les trois motifs de consultation dont on s'occupe dans Alliance Humaine. Si vous voulez y aller, donc c'est sur Internet, c'est soit vous faites Alliance Humaine Santé Internationale, donc ah-si.org, soit vous cherchez Soigner Heureux, et c'est pareil, c'est les mêmes. Et donc on est 30-40 dans une bonne vingtaine de médecins à pouvoir vous faire des prescriptions. Les pharmacies acceptent encore de délivrer les ordonnances, du Vermectine, de corticoïdes, enfin tous les médicaments qui soignent ces pathologies qui posent des gros problèmes et que... Il faut tenir plus haut pour celle-ci. C'est évident, oui. Bon, après, j'ai d'autres cassettes, mais je ne parlerai pas parce que je m'occupe aussi des électro-hypersensibles et c'est avec Rosa que j'utilise une machine qui fait des ventes. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Bonjour à tous, alors moi c'est Cédric, je suis anti-Covid aussi à Lyon. Je vais vous dire deux mots de la manière dont j'ai vécu le passage du 14 au 15 septembre 2021. Moi j'étais au service informatique des HCL, j'y ai passé 10 ans. Et en fait je m'occupais des soignants. Et puis ce jour-là ils m'ont dit voilà, c'est fini. Un vendredi en fait, l'équipe dans laquelle j'étais me voyait partir avec les relais. Néanmoins j'ai bien été obligé de partir. Après ça s'est bien passé, souvent j'ai des prestataires, donc voilà. Quand on est prestataire, on a des gens qui cherchent du travail pour vous, donc forcément ils vont me trouver, donc 3 jours après, je dois rebosser, donc c'est un souci. Cela dit, je connais des gens qui étaient hospitaliers de Lyon en tant que titulaires, qui se sont retrouvés suspendus comme les autres, alors qu'ils ne voyaient pas de patients toute leur journée, et qui étaient dans des bureaux, qui étaient des hôpitaux d'ailleurs, qui faisaient simplement du développement. Et j'ai l'habitude de dire que voilà, moi je m'occupais des soignants, alors eux on leur enlevait leurs patients, mais moi on m'a enlevé mes patients, mes soignants. Et en fait, je viens ici pour parler de quoi? Pour parler de l'IEF Lyon, vous savez, l'instruction en famille. Alors c'est un peu loin des soignants, mais au moins c'est un peu dans le même registre, c'est partie des associations qui ont été créées, qui ont émergé en fait de Info Lyon. Cette association a maintenant un nom, ça s'appelle Les Kangourous, et un site web, leskangourous.fr. Alors aujourd'hui, où on en est, de quoi ça a émergé? En fait, on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de gens qui retiraient les enfants des écoles parce que les enfants ne supportaient plus cette situation de masse, etc. Et donc dans l'IEF, on a quelque chose d'assez nouveau. C'est qu'au début, on a jusqu'à présent des gens qui ont une espèce de foi dans une certaine pédagogie et qui retiraient leurs enfants. Et là, on avait une nouvelle population avec des gens qui retirent leurs enfants pour toute autre raison et qui les ont occupés.
Et on avait de notre côté des gens qui disaient moi je veux bien proposer des ateliers. Alors je vais dire une petite chose sur ces histoires d'ateliers. D'un point de vue légal, on ne peut pas faire enseigner un groupe d'enfants hors d'une école, parce que c'est une classe illégale en fait. Hein. Néanmoins, la loi permet de faire des ateliers. Les ateliers, ce sont un peu des ateliers de tout vous voulez, mais néanmoins, à travers ça, il faut quand même mettre un contenu pédagogique intéressant. Voilà. Donc on avait des gens qui disaient, voilà, nous on peut proposer des ateliers. Et en fait, les kangourous, c'est simplement, on va simplement mettre en lien. C'est-à-dire, on va repérer des gens, on a déjà repéré un certain nombre de personnes qui peuvent proposer des ateliers, on repère des familles qui ont besoin de ces ateliers, donc il y a un format très particulier, voilà. Je vais rentrer dans les détails. Et en fait, nous, simplement, au niveau des kangourous, on fait la mise en lien des gens qui proposent des ateliers et des familles qui ont besoin, en fait, de donner des ateliers, de faire participer des enfants à des ateliers de manière à être en lien avec d'autres enfants. Et aussi, l'idée, c'est d'enseigner aux parents des choses, aussi aux parents, pour qu'ils soient meilleurs apprenants, je dirais. Et où on en est, en fait, là, on est là. On va commencer les inscriptions bientôt. Donc, si vous avez plus de renseignements, vous pouvez venir me voir ou bien aller voir sur kangourou.fr pour avoir toutes les infos et les bulletins d'inscription, etc. Merci. Je suis médecin retraité et en fait, moi, j'étais confrontée assez tôt avec la Terre de Liberté. J'ai fait une première rage dedans le lendemain du discours à l'enterrement de Samuel Paty, le président qui nous fait un grand discours sur la liberté. Et le lendemain, tout le monde confiné et le couvre-feu. Donc là, je crois que la rage de danse était psychosomatique. Je sais pourquoi j'ai perdu cette danse ce jour-là. Et après, je suis lorraine d'origine. Et c'est vrai qu'en Lorraine, il y a eu beaucoup de dégâts. Et donc, j'étais, en étant confinée, beaucoup au téléphone pour soutenir tous les gens à qui on disait prenez de Doliprane, puis en gros, attendez que ça s'aggrave. Et effectivement, on a su pendant le tonton que le Doliprane aggrave, puisque avec la protéine spike, il y a une conjugaison qui fait que les gens font plus de réactions inflammatoires. Et donc ça entraîne plus de gens à l'hôpital le 8e jour. Donc ça, je voulais le dire, parce que c'est vrai que les effets secondaires, quand on est au téléphone et quand on est en retraite et qu'on dépanne quand il n'y a pas de médecin ou quand les gens ne sont pas vaccinés, ont peur d'aller à l'hôpital et qu'ils sont en train de s'aggraver. Donc on reprend du service et on fait de l'hospitalisation à domicile, de l'oxygène à domicile. Et donc on a eu à traiter des cas assez graves, mais ils s'en sont tous sortis. Donc c'est sans Doliprane. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, moi je peux traiter que quand j'ai la chance d'avoir le Covid, parce que en cas de certificat de rétablissement, parce que sinon, on peut être amené à rembourser à la sécurité sociale tout ce qu'on a prescrit. Et on a un collègue dans Réinfo Covid qui effectivement, il y a eu un loupé dans les dates de rétablissement. L'ordre la Sécu a transmis à l'ARS une mauvaise date. Du coup, il doit rembourser toute une semaine de prescription et pour une erreur administrative. Donc c'est là où quand on dit mais pourquoi les médecins ne réagissent pas, quand on voit tous ceux qui sont accusés, qui sont même Perron, qui est pourtant intouchable et en fait qui doivent se défendre, et qu'on voit que tous ceux qui parlent ou qui essayent de faire des choses sont attaqués, on va dire comme ça. C'est très compliqué pour les médecins qui voudraient dire des choses et qui ne peuvent pas parce que, comme on a dit, il y a une famille à nourrir et c'est compliqué. Je reprends le micro 2 secondes parce que j'ai dit des choses très importantes. C'est de vous dire qu'en fait, nous organisons le 22-23 octobre un forum santé qui s'appelle Une autre santé, NO, accent circonflexe TRE, en co-organisation et collaboration avec
un autre collectif des Monts du Lyonnais, qui s'appelle Mascarade, et qui a lui aussi monté son association et qui développe son réseau santé dans les Monts du Lyonnais. Donc ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Donc ce forum, il sera composé de à peu près 25 stands de différents praticiens. Et puis on aura à peu près, je pense, 6 mini-conférences par jour. Il y aura d'autres choses qui sont mises en place. Voilà. Donc on est en train de travailler sur les flyers, l'information va être diffusée. Si vous êtes intéressés, la même chose, je suis à votre disposition à la fin de la soirée. Merci. Je vais faire très rapide pour les questions. C'est vrai que les noms, ça part pompier volontaire dans le Mont du Lyonnais, donc je fais 13 ans de service en pompier volontaire à Saint-Symphorien-sur-Coise, 4 ans à Saint-Martin-en-Haut. Suspendu de mon statut de pompier volontaire, également pompier professionnel depuis une dizaine d'années en centre-ville de Lyon, et également suspendu depuis le 15 septembre. Donc je ne vais pas davantage détailler pour l'instant. Si vous avez des questions, j'y répondrai pour qu'on puisse faire le tour des questions. Merci. C'est un débat. Alors, pour les questions, si vous levez la main, on vous voit, et vous avez un micro. Moi aussi, je vais m'asseoir. Alors, bonsoir. Moi, je voulais poser une question à la personne qui a écrit et tourné le film, et du coup, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'était pas là. Oui. Mais pendant le film, je me suis permis d'écrire un petit texte parce que j'ai été touché par le film et du coup, je voulais vous le lire à tous. Alors, ce que j'ai vu dans ce film, c'est que des gens aiment leur métier et qu'ils l'ont perdu. Ce que j'ai vu dans ce film, ce sont des gens tristes, marqués et en colère et dans l'incompréhension. Ce que j'ai vu dans ce film, c'est que l'ultralibéralisme a atteint les organes principaux de la société. Ce que j'ai vu dans ce film, c'est un État qui, par les médias, impose une forme de pensée unique. Ce que j'ai vu dans ce film, c'est que le film utilise aussi un peu la même façon de penser, la même façon de procéder, dans le sens où on n'a pas forcément de contradiction. Et ça m'a un peu perturbé, parce que je me demande si... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est juste qu'il y ait BFM ou pas, c'était plutôt la question, c'est pourquoi pas avoir interrogé des gens qui sont, alors peut-être pro-vaccin ou j'en sais rien, mais juste des gens qui peut-être disent l'inverse, parce que ça fait partie du débat et tout. Et du coup, c'est ce que je me posais comme question. Mais après, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Ça va être difficile. Ça va être difficile à penser à ça. Ouais, de répondre pour Fabien. C'est une bonne question. Et il y en a plein que vous pouvez déjà commencer sans avoir de prescription. Je pense que tout le monde peut prendre du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D, même la mélatonine, je crois qu'on arrive à s'en procurer. Il y a quand même pas mal de produits que le N-acétylcystéine, qui s'appelle aussi, ou qui remplace le calcium, l'un ou l'autre. Déjà avec tout ça, vous diminuez beaucoup le risque de faire un Covid grave, de faire un Covid long et de développer les conséquences de la vaccination. Enfin, bon, en tout cas, c'est notre conviction. Après, pour aller plus loin, il faut une consultation. Mais la consultation, elle ne se fait pas par personne interposée. Il faut que, je ne sais pas si votre fils a des symptômes, c'est pas la même chose, quelqu'un qui a des symptômes, quelqu'un qui n'en a pas. Donc en préventif, déjà tout ce que je vous ai dit, c'est déjà pas mal. Donc s'il veut... et puis il peut, sur la plateforme, il peut avoir des naturopathes aussi, parce qu'il y a des conseils alimentaires. Il y a le jeûne intermittent qui est très intéressant. Savoir que quand on garde son organisme par 3 repas, le premier à 8h du matin, le dernier avant la soirée, et qu'on n'a pas une activité physique qui fasse qu'on dépense tout ce qu'on nourrit, le corps n'a pas le temps d'avoir ces alternances entre le moment où il se construit et le moment où il va puiser dans les réserves. Et il y a des techniques de jeûne qui sont efficaces, les Indiens les utilisent. Et le jeûne le plus simple, c'est le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'au lieu de vous concentrer sur le repas sur une période plus courte que 12 heures,
est noté sur 2 heures ou 6 heures. Et donc ça fait qu'il y a des moments où on a faim dans la journée, et c'est des moments où l'organisme va brûler des toxines à l'intérieur. Voilà, et si votre fils veut faire une vidéo-consultation qui s'inscrit sur la plateforme, c'est gratuit, vraiment c'est gratuit. Oui, on ne vous demande rien, mais on vous propose de faire un don après qui est redistribué entre toutes les personnes qui donnent des soins sur la plateforme. 19 ans en clinique et 7 ans en hôpital public, puis des remplacements. Donc je ne suis pas suspendue, mais si, puisque je n'ai pas le pass vaccinal, enfin la vaccination obligatoire. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Et dans le film, on parle beaucoup de l'hôpital public, mais il ne faut pas oublier que dans le privé, on parle d'argent, mais il y a aussi des gens dans le privé où on travaille beaucoup et on n'a pas obligatoirement, enfin c'était mon cas, cette façon de voir l'argent comme un objectif, comme un but. J'ai travaillé en structure publique et privée à but non lucratif, comme le docteur Fouché a dit, PSPH, la mutualisation des moyens. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui seraient peut-être à réfléchir et dire qu'il n'y a pas que l'hôpital public, c'est les établissements de santé en général, c'est la médecine en général. Et il existe aussi ce qu'on appelle, alors je ne fais pas de publicité, hein, j'ai aucun conflit d'intérêt, les médecins du ciel, des médecins qui commencent à s'intéresser à tout ça et qui pourtant ont eu un parcours classique et qui s'ouvrent à ça. Alors il y a ceux-là, il y en a d'autres, donc, et des soignants, hein, bien sûr, infirmières et soignants, tous les métiers, voilà. Donc pour moi, voilà, il y a plein de choses encore à voir. Mais ça serait intéressant de voir aussi les naturopathes, ce qu'ils en pensent, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on dépend de la sécurité sociale. Hein. Voilà, alors qu'on peut consulter sans dépendre de l'État. Et c'est peut-être ça qui va nous libérer de cette obligation gouvernementale, ne pas dépendre du gouvernement pour exercer. Voilà. Merci à tous, merci les soignants. Qui sont soignants tous? Jusqu'à présent, comment faites-vous? Vous ne travaillez plus, en fait, vous n'êtes plus rémunéré. Puisqu'on a parlé dans le film, mais on a l'impression que il y en a qui vont pouvoir travailler sans passe vaccinal finalement. Si on trouve des façons de travailler sans rentrer dans le système, c'est ça qui serait intéressant d'aborder aussi dans un prochain film. Comment travailler sans rentrer dans ce système et pourtant être encore un soignant, quoi. Voilà, pour la santé intégrative. En fait, une partie de la réponse, c'est ce sur quoi on travaille et ce à quoi fait référence Fouché, Grégory Pamar, avec qui on est en lien, c'est-à-dire la mise en place d'un réseau de soins qui soit accessible à tous, une médecine intégrative, etc., où les soignants, même les suspendus, peuvent continuer à travailler. Il y a des choses qu'on peut faire pour permettre ça, tout en restant à peu près dans les... Voilà. La rémunération, la question de la rémunération, il y a plusieurs possibilités en fait. Et il y a des réseaux, beaucoup de réseaux de soins qui se développent en France. Et il y a des réseaux qui testent pas mal de choses. Nous, c'est une idée qu'on a aussi en tête dans le monde de demain, mais qu'on ne va pas mettre en place tout de suite parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Et puis il faut quand même pas mal travailler en conscience avant. Donc, alors ceux qui sont conventionnés, pas de problème. Ceux qui ne sont pas conventionnés, on commence à réfléchir à des questions d'autres modes de rémunération, et notamment par rapport au lien avec les monnaies alternatives. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Certains réseaux l'ont déjà mis en place, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un vient prendre contact pour être pris en charge pour un soin, et il paye le praticien, que ce soit un médecin ou autre chose, un infirmier, etc. Il paye le praticien avec une partie en euros, et puis une partie soit avec une monnaie alternative, le jeu JEX ou autre chose,
soit en échange de compétences et de connaissances. C'est-à-dire que ça s'est déjà fait, je l'ai déjà vu. C'est-à-dire qu'il dit, bah, moi je suis plombier, son questionnaire dit, bah, voilà, moi j'ai besoin de ça. Donc il règle une partie en euros, une partie en partage de compétences. Et c'est ça qui peut peut-être être intéressant. Après, il y a d'autres choses aussi, mais je ne veux pas en parler là, mais il y a d'autres choses aussi qui sont possibles. D'autres choses qui sont possibles. Merci. Je me souviens plus très bien de la question, mais je me souviens un peu de la réponse que je voulais donner. Les gens qui ont le pouvoir, hein, parce qu'il faut, je vais les nommer comme ça, ils ont mis un certain nombre de verrous. Hein. Alors, il y en a un, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un reportage sur les Rockefeller, comment ils ont verrouillé les facultés de médecine dans le monde entier. Et ça a été très efficace. Hein. Ils ont fait en sorte que partout dans le monde, les savoirs traditionnels médicaux soient abandonnés et qu'on enseigne que l'utilisation des produits chimiques de l'industrie lui-même, de ces banquiers-là, avaient en particulier la pétrochimie. Et ça s'est fait il y a déjà plus d'un siècle. Un autre verrou, c'est, j'ai dit l'enseignement, c'est le remboursement. Les caisses de sécurité sociale sont obligées de rembourser les catégories qui sont autorisées. Et un troisième. Il y a le tiers payant. Le tiers payant. C'est les diplômes. C'est-à-dire que voilà, vous avez fait des études, ça ne vaut rien, et puis vous avez fait des études, ça vous donne le droit de prescrire les autres. Parce que nous, on a quand même un droit énorme, hein. On a un avantage. Moi, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ce pouvoir, hein. On m'en a trop donné. C'est moi qui prescris le kiné, c'est moi qui prescris l'ambulance. Pourquoi on me donne toutes ces prérogatives? Ça pourrait être organisé autrement. Les ambulanciers pourraient savoir eux-mêmes à quel moment ils doivent partir chercher les gens, ou il pourrait y avoir d'autres. On pourrait organiser les choses autrement. Et je voulais dire aussi sur l'organisation de ce que j'imagine pour après. Je pense que la forme dispensaire est intéressante. C'est-à-dire un lieu où voilà, on trouve toutes les compétences de soins et on choisit et on ne paye pas forcément un acte ou monter d'autres trucs. Oui, moi je voudrais. On se finit très troublant, enfin, je veux dire, et je remercie Fabien de l'avoir monté parce qu'on a suivi et on savait qu'on avait même des personnes de connaissance qui étaient dans ces difficultés. Mais c'est en vous écoutant vous présenter que je ne sais pas si c'est possible de dire comme ça, mais il y a des personnes qui s'occupent de l'éducation, de santé, et je trouve que cette histoire de vaccination, et je voudrais remercier tous les soignants qui ont résisté, parce que j'allais dire, vous êtes notre garant d'avoir d'avoir mis en arrière la volonté d'avancer. Et je m'interroge en écoutant notamment le médecin qui a parlé, si on n'a pas assez réagi quand il y a eu la première bascule avec les enfants, avec la transformation de 3 à 11. Et si vous avez été plusieurs, comme soignants sont partis se faire vacciner une larme dans les yeux. Moi, j'ai des mamans, des enfants qui disent mais aujourd'hui, je ne peux pas les faire vacciner mes enfants et je ne peux pas les scolariser.
Donc si vous voulez, on est aussi sur quelque chose qui est très sensible. Et jusque-là, elles ont réussi à ne pas les vacciner parce qu'elles restent à la maison. Ils les ont toujours gardées. Mais un jour, il y a le médecin de famille qui a dit quelque chose qui nous a fait réfléchir et qui a dit, ben, voilà un qui va me bénir quand vous allez commencer à le soigner, à le vacciner, parce que il va être grand. Et je me suis dit, mais quel abus sur des bébés qui ne se souviendront pas. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous avez dit. C'est ça qui vous a arrêté. Mais je vois aussi qu'il faut trouver des axes pour aider les jeunes mamans, les jeunes parents qui sont face à ce problème d'être exclus dès le début de la vie sociale. Ah. Voilà, merci. Donc voilà, je ne sais pas, d'être exclu de la vie sociale, s'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, enfin, c'est, voilà. Donc, en tout cas, s'il y a des personnes parmi vous qui ont des directions, je suis prête à les rencontrer après, parce que c'est vraiment un souci très important pour des jeunes parents qui doivent faire face à beaucoup d'opposition et être rejetés et déjà classifiés très très vite, quoi. Je vais répondre un petit peu à côté, juste me donner une perception. D'une manière globale, alors on pourrait revenir en arrière, et ce qui est fait est fait. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain, et qu'est-ce qu'on accepte de laisser faire. Je vais faire de leçon de morale à personne. Il faut bien percevoir que, je pense que vous l'avez compris, mais non, on commence à le voir, le fil conducteur, ils l'ont tracé depuis des années sur un ensemble de choses. Maintenant, on arrive à quiconque veut bien chercher. On arrive très bien à voir le fil conducteur vers quoi il veut, vers quel monde il nous emmène. La seule question qu'il faut se reposer maintenant, c'est en fait, on attend tous presque finalement un sauveur. On attend tous que des gens fassent peut-être un miracle, ou je ne sais quoi. Les seules choses qui se passent parce qu'on accepte qu'elles se fassent, et qu'on leur a donné le pouvoir, ou on leur a laissé le pouvoir de le faire. Que ce soit nos politiques, etc. Pendant des années, si on regarde un petit peu en arrière, alors moi ces 2 années m'ont fait énormément réfléchir. Je me dis, mais finalement, en fait, est-ce que c'est la faute d'eux, ou est-ce que c'est pas la faute de nous? Est-ce que c'est pas nous tous, en fait, qui avons permis, en fait, que tout ça se réalise? On a tous fait notre petite vie, on faisait tous nos vies, en se disant, ça me regarde pas, ça c'est pas mon problème, ça me concerne pas. Et en fait, finalement, tout a pu se mettre en place, tranquillement, salement, parce qu'on leur a laissé faire. À aucun moment, on a laissé, on va dire, on a repris cette opportunité de reprendre vraiment notre pouvoir ensemble. Ça, c'est ma perception, c'est avec ma vision. Donc oui, il faudrait qu'on s'en inquiète de tout cela, mais en fait, encore une fois, j'ai envie de dire que la réponse, elle est simple. C'est ça continuera si on permet que ça se réalise. C'est tout. Donc j'ai pas de solution miracle. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on en veut tous communément, et surtout comprendre qu'en fait, la suite, demain, va dépendre de nous tous en Lyon. Parler des enfants, on a quelques craintes, et je pense que vous l'avez entendu, qu'ils veulent, ils vont tenter certainement de s'orienter, de contraindre, on ne sait pas de quelle manière, là dans les semaines, dans les mois qui viennent, les enfants, notamment avec cette vaccination Covid, on sait qu'il y a plein de parents qui n'ont pas envie, il y a plein de documents, et comme je dis, il n'y a pas besoin de les chercher sur des sites complotistes, il suffit juste de lire le document du Haut Conseil de la Santé publique paru en juillet 2022, de lire le dernier document de la Commission européenne qui date du 2 septembre 2022, une marque noir sur blanc, qui vont certainement s'orienter dans les mois à venir, là, sur renforcer la vaccination des enfants. Et ça, c'est
Il fait juste lire les documents, forcément, BFM, ça ne nous le dit pas spécialement à la télé. Et en fait, ce sera très simple de s'y opposer si on est juste tous ensemble à dire non. Et c'est fini. Si on ne veut pas remettre, par exemple, le masque, il y a plein de parents. Ce qui est quand même dingue, par exemple, si j'aime beaucoup, enfin, je parle souvent des enfants parce que finalement, c'est peut-être eux à protéger, c'est peut-être l'avenir. Quand on regarde en fait autour de nous, si vous discutez avec les gens, la grande majorité des parents ne veulent pas masquer les enfants, la grande majorité ne veulent pas les vacciner, et la majorité des enseignants non plus, ne veulent pas remasquer les enfants. Donc finalement, pratiquement plus personne ne veut refaire. Mais finalement, tout le monde fait pour se protéger parce que c'est la loi, parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça et que chacun a peur. En fait, il y a juste de faire de la mise en lien, de se dire, bah écoutez, on va affronter ensemble et on va s'opposer ensemble. Et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Et c'est à nous, je pense, de reprendre notre souveraineté et de redonner le cap de ce que l'on veut, en fait, de notre société. À ce jour, encore une fois, attention, je tiens bien à préciser une chose. Ce qui est fait est fait. La question, c'est tirons les enseignements de ce qui a été fait. À ce jour, on a fêté donc hier là, les 1 an de suspension. Encore une fois, je n'incrimine personne. L'idée, c'est de faire un état des lieux où est-ce qu'on en est. Mais si on a réussi à suspendre les soignants, c'est parce qu'on a... La population a permis à l'État de le faire. Et que la majorité de la population n'a rien fait pour que ça ne se fasse pas. Donc encore une fois, c'est une responsabilité collective. On est tous responsables, moi le premier. Est-ce que j'ai suffisamment fait de choses également pour pas que ça n'ait lieu? On attend que des avocats, potentiellement, en fait, on a pris cette habitude de faire un recours avec un avocat auprès d'une cour, etc. Voilà, eux, ils s'en occupent, etc. Mais en fait, plus moins on se mobilise, plus on a besoin de faire de... Je me dis à chaque fois qu'on a besoin de faire des recours avec des avocats, c'est qu'en fait, il y a eu un échec quelque part un petit peu collectif. Vous voyez, la Martinique et la Guadeloupe, culturellement, ils sont tous très ancrés. Voilà, ils sont tous dit massivement, non, ça ne va pas se passer comme ça, et bien ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, sans spécialement tomber dans la violence. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de culpabiliser, pas de se dire, oh là, c'est la faute à qui, ou un tel, non. C'est on en est où là maintenant? Qu'est-ce qu'on a appris de ces 2 ans de crise? Est-ce que vous toutes, là et tous, est-ce que vous avez appris des choses? Moi, pour ma part, j'en ai appris énormément. L'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a peut-être mal fait, ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu autrement, et de se dire, bah, à partir de demain, comment est-ce qu'on peut s'unir tous ensemble pour trouver un autre chemin, et notamment, je reviens souvent à ça, également protéger les enfants et leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Parce que je pense que vous l'avez vu, et moi le premier, cet avenir, je le dis avec ce terme-là, cet avenir pourri qui nous attend là pour les années à venir, là, dégueulasse de tout hyper connecté, alors malgré qu'il y ait des téléphones, mais de l'hyper connecté, de dépendant de QR code, moi à titre personnel, j'en veux pas, quoi. Et je vais même vous dire une dernière chose, je suis célibataire sans enfant, tant que ça n'évolue pas, mais j'ai pas du tout envie de faire, j'en suis au point, enfin moi j'ai pas envie de faire de gosse, quoi. J'ai pas envie de faire d'enfant dans ce monde-là pour l'instant. Je vous livre ma version, enfin ma perception personnelle, ça ne me donne pas envie. Quand je vois ce qui les attend potentiellement, si on ne fait rien, ça ne me donne pas du tout envie. Donc d'où l'intérêt de se mobiliser, de me dire, bah, si j'ai envie de construire quelque chose d'autre, une famille ou autre, bah, ça se fera, mais avec quelque chose où on aurait inversé la tendance. Enlevons les QR codes de vos portables déjà. Oui. Oui, Moi, au cinéma aussi. J'ai envie de dire, je dis souvent cette phrase, on fait le colibri. C'est-à-dire que si chacun, on fait une petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie, ben, à ce moment-là, peut-être qu'on aura des chances de l'éteindre. Et donc, par exemple, par rapport à la question de madame sur les vaccins, j'ai une dame qui m'a vu sur les listes, vous savez, les médecins essaient de nous prescrire, etc., et qui m'a téléphoné, que je ne connais pas du tout, et elle me dit, ben, mon premier enfant a eu les plus graves conséquences de ces vaccinations,
Et j'ai 2 jumeaux, et j'ai pas du tout envie, parce que déjà, j'arrive pas à gérer le premier, et j'arriverai pas à gérer 3 enfants normaux. Donc, je lui ai fait un certificat de contre-indication. Alors, la loi dit, enfin, la loi, certaines applications disent que pour la contre-indication, il faut qu'on ait eu ci, ça, ça et ça. Ben, je m'en fous, parce que cette dame, même si je dois aller en prison, ben, tant pis, au moins, j'aurais répondu à sa demande. Et j'aurais fait le comité. Ce que je voulais dire en résonance avec la personne du fond, là-bas, c'est un moment que j'avais envie de dire, c'est qu'un sujet connexe, c'est celui de l'identité numérique et du contrôle numérique des citoyens, qui a bien commencé par le QR code et qui va continuer parce que tout est dans les bacs et que ça se prépare activement, notamment au niveau de l'Union européenne. Je ne sais pas si les gens sont sensibilisés dans la salle, mais essayez de surfer sur Internet, de voir un peu ce qui se prépare et j'ai de grosses inquiétudes par rapport à ce sujet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, merci à vous tous pour ce que vous faites. Ma question s'adresse au monsieur pompier de profession. Comment vous avez vécu cet été où ils ont fait venir des pompiers des 4 coins de l'Union européenne? Il n'y avait pas d'obligation vaccinale. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Et on ne pouvait pas laisser, enfin, ils ne laissaient pas les pompiers non-vax éteindre les flammes. Il y a une famille qui voit sa maison brûler. Qu'est-ce qu'elle en a à faire en fait, le pompier qui éteint les flammes, soit vacciné ou pas. Donc, comment vous avez vécu cet été en fait, tout ce qui s'est passé? Alors, pour ma part, j'ai trouvé ça très risible, malheureusement. Mais du coup, il faut en rire parce que sinon, en fait, tellement en fait, finalement, d'un côté, c'est le bien dans le mal. C'est que finalement, avec le fait de faire venir des pompiers d'Europe, alors, je reste convaincu qu'à l'échelle de la France, on aurait pu se débrouiller. Encore une fois, on était sur une énorme opération com, voilà, d'un Emmanuel Macron pro-Union européenne pour montrer encore une fois l'intérêt d'eux. Je reste convaincu qu'à l'échelle de la France, on pouvait totalement se débrouiller. Bref. Mais c'est totalement ridicule parce que oui, justement, ça a été évoqué dans les médias. On a fait 2 recours, on savait très bien qu'on allait perdre, mais 2 recours avec l'avocat David Guyon et l'avocate Diane Trota, justement, auprès du Conseil d'État sur le sujet, pour essayer d'attaquer, on va dire, sur l'aspect discriminatoire, pour dire, vous faites venir des pompiers sans statut vaccinal de Roumanie, enfin, pour aller en Légion, enfin bref, comme je vous dis, moi, ça me fait rire. C'en est un point où ça devient risible. Alors que vous en avez, on va dire, sur le territoire, vous en avez et qui sont là, qui sont formés. Il n'empêche, et pour ça en plus que moi j'avais fait les recours, enfin je me suis adressé, il n'empêche qu'en plus je suis formé feu de forêt et conduite tout terrain. Donc en gros, j'avais tous les qualificatifs pour permettre, pour faire où on peut y aller. Mais ça n'a fait que montrer l'aspect politique en fait de la mesure. On n'est pas du tout sur quelque chose de totalement cohérent. D'ailleurs, c'est malheureux, mais du coup, c'est dans ces moments-là où de plus en plus de personnes, de membres de la population, commencent à se rendre compte de se dire non, mais attends, il y a un truc qui déconne, quoi. Il y a un truc qui déconne. On fait traverser la moitié de l'Europe à des pompiers dont on se fout totalement de leur statut vaccinal. Vous prenez la Roumanie, je crois que c'est un statut, le pourcentage de la population vaccinée est ridicule. Et pour des raisons de santé publique, par contre, les pompiers à quelques dizaines de kilomètres, eux, sont maintenus dans leur suspension parce qu'ils sont dangereux, ils peuvent contaminer, sachant qu'on sait très bien maintenant également qu'une personne vaccinée peut contaminer également. Donc en fait, il n'y a plus de logique. Donc non, alors après, voilà, moi j'ai pris de manière risible, je me suis dit de toute façon c'est comme ça, je savais très bien qu'on allait perdre les recours, et puis le risque c'était quoi? Qu'ils nous réintègrent quelques semaines pour nous resuspendre après, juste pour aller éteindre des feux. Enfin voilà, c'est de toute manière, je pense que vous avez bien compris qu'ils n'iront pas sur la levée de la suspension. On est parti dans un dogme, là avec la 8e vague qui arrive,
la 4e dose pour les soignants recommandée, je ne serais pas surpris qu'elle bascule dans l'obligatoire. Et ce qui risque peut-être d'ailleurs d'en faire réagir davantage, parce qu'il y en a un paquet quand même des soignants. On parle souvent des suspendus, mais il y en a quand même un paquet qui déjà ne voulait pas faire les 2 premières, qu'on fait vraiment la 3e à recul. On en a un paquet également, n'oubliez pas aussi, qui ont essayé d'attraper le Covid. Dites-vous quand même un petit peu, pour éviter la 3e dose, vous savez, il nous disait Olivier Véran, une injection, enfin une infection égale une dose. Donc pour éviter de faire la 3e, il y en a quand même qui ont essayé de choper le Covid. Est-ce qu'on n'est pas dans on essaie d'attraper la maladie contre laquelle on se vaccine? 3 infections, ça compte pas, il fallait une dose quand même. Ouais, c'est ce que, voilà, on est d'accord. Les 2 doses, ceux qui avaient fait 2 doses, qui ne pouvaient pas faire la 3e, ont essayé d'attraper le Covid. Et limite, ah c'est bon, j'ai pas besoin de faire la 3e, je vais attraper le Covid. Voilà, dites-vous en fait, même des soignants. Donc il y a vraiment une majorité de gens, enfin de beaucoup de gens qui n'ont plus envie de faire tout ça, quoi. Donc, on parle souvent des suspendus, et puis il ne faut pas oublier, il y a un paquet de personnes qui sont quand même dans le... également qui l'ont fait déjà de force, et d'autres, on sait très bien, et je ne leur en veux pas du tout, qui ont fait défaut. On fait passer les suspendus pour une minorité, en disant, regardez, il n'y a que tous les autres, ils ont bien accepté, en fait, regardez, c'est des parias. Voilà. Les non-vaccinés, c'est des parias, les suspendus. Ils ne représentent que 2 ou 3%. Quand j'entends, moi, le porte-parole, enfin, notamment Grégory Allion, je veux le dire, ce monsieur contrôleur général, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sur les plateaux disent, mais de toute façon, non, mais ça ne nous intéresse pas, ça ne représente que 2%. Ils le disent là maintenant. C'est pour ça qu'ils seront... voilà. C'est que 2% de nos effectifs, ça ne changerait rien, même pour les feux, de les réintégrer. Ces gens-là, ils savent pertinemment qu'ils ont dans leurs effectifs des faux injectés. On n'est pas dans l'hypocrisie. Nos plus hauts cadres, comment voulez-vous qu'on respecte des choses? Nos plus hauts cadres jouent les hypocrites sur les plateaux télé. Ils savent très bien, mon directeur départemental, je vous assure une chose, il sait pertinemment qu'on en a dans nos effectifs une partie, on ne sait pas le nombre, qui n'ont jamais vu une seule goutte de quoi que ce soit dans leur cœur. Mais c'est chut, on n'a rien vu. Voilà, faites comme si... Donc voilà, donc en fait on vit encore dans un domaine d'une hypocrisie totale généralisée. Et puis là, il va falloir, je pense, voilà, qu'on aille encore un petit peu plus loin, qu'on réimpose des doses pour que ça commence peut-être à dire là maintenant, oh, ça suffit quoi. Voilà pour ça. Ou qu'on voit tous les effets secondaires qui commencent à pleuvoir. J'ai encore une amie qui m'a dit ma fille a éclaté un kyste ovarien. Est-ce que ça peut venir du vaccin? Et on venait de parler entre nous, entre les médecins de Réinfo, d'une gamine de 13 ans qui a une maladie polycystique de l'ovaire. Et donc, oui, ça touche les ovaires. Donc, au niveau des jeunes, vraiment, c'est une catastrophe. Et pourquoi les sportifs de haut niveau ont plus de crises cardiaques ou d'AVC? En fait, le vaccin, il faut savoir que quand on injecte dans du muscle, on force le muscle à fabriquer la protéine spike pour après se défendre contre. Donc déjà, enfin bref, et donc plus on a de muscles, plus on va fabriquer protéines, et donc plus on a de risque d'effets secondaires. C'est pour ça qu'on voit tellement de dégâts, et je pense que justement c'est l'alerte qui a été donnée par les pompiers comme Cédric, pour dire on n'a jamais vu autant de crises cardiaques, d'AVC chez les jeunes. Et de myocardite. Je voudrais rappeler, s'il vous plaît, à tout le monde, que dans la Constitution française, il y a un article qui stipule « Nul ne doit porter atteinte au corps, le corps est inviolable ». Donc vous pouvez déjà vous défendre là-dessus. Moi, mes petits-enfants ne sont pas injectés, parce que j'appelle ça une injection. Il y a un ARN qui est quand même pas reconnu, puisque ça n'a pas été délibéré comme quoi ça devait être un vaccin. Et celui qui a créé l'ARN le dit bien, faites attention aux enfants, ne leur injectez pas ce produit. C'est un Américain qui l'a créé et qui le dit.
Voilà, alors allez sur Internet, informez-vous et vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà, bonne soirée à tous. Est-ce qu'on peut retourner la question au monsieur là Oui. Qui c'est qui a posé la question au pompier? Et toi, t'en as Ouais, pensé et ben voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh ben oui, c'est vrai. Oui, qu'il y ait des pompiers qui viennent de l'étranger. Oui, c'est vrai. Bah, c'était une incohérence de plus. Ouais. Nous, à Lyon, on a vécu le fameux match de foot l'OL-Turin, quand le nord de l'Italie était en train de flamber, avec des Italiens dans France 3 Régions qui prenaient le tramway et qui faisaient semblant de tousser et qui rigolaient. Donc voilà, c'est une incohérence de plus. Et puis, ça dérange personne. Ça continue. Je voulais juste rebondir, madame, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Moi, je déplore beaucoup un abus de confiance en fait, du gouvernement, parce que la plupart de la population n'y connaît rien en santé, en vaccin, fait confiance entre guillemets aveugle. Et nous, je nous estime en fait un rempart. Alors moi, je suis pas médecin, mais j'estime que j'ai un peu plus de connaissances peut-être que quelqu'un qui n'a jamais du tout ouvert un livre d'anatomie ou de médecine. Et je me sentais en fait la mission de faire rempart. Voilà. Et je pense que nous tous, un peu ici, on s'est dit la même chose. Quoi. Parce que si il n'y a personne qui fait bloc et qui résiste, et ben, c'est champ ouvert pour la vaccination obligatoire pour tous. Quoi. Désolé, on va prendre. Waouh, il y a de plus en plus de questions, mais il se fait tard. Je vais prendre une dernière question. Vous pourrez rester en salle pour discuter avec les intervenants s'ils souhaitent rester encore un peu. Mais on va prendre une dernière question et faire des réactions. Je suis désolé. Et puis ensuite, voilà, vous êtes libre de venir discuter dans les murs encore un peu. Ah, ok. Moi, j'ai une question, c'est comment faire pour faire réagir des gens qui réagissent pas. Parce que moi, j'en connais pas mal. Ça. Qui n'ont pas encore compris que BFM... Alors, moi, j'ai eu une journée un petit peu difficile avec quelqu'un qui me disait qu'il m'estimait beaucoup et qui ne comprenait pas, vu tout le bien que j'avais fait avant, qui ne comprenait pas que je fasse autant de mal maintenant, complotiste, etc. Et en fait, ça a duré, c'était par écrit parce que je ne pouvais pas le faire oralement. Et à la fin, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que là, les assurances vie ne marchent pas? Parce qu'on venait d'être informé qu'une famille où le chef d'entreprise était décédé après le vaccin, la famille a tout perdu parce que l'assurance vie, il avait beaucoup investi dans les assurances vie pour que sa famille ne soit pas en déficit si jamais il disparaissait. Mais en fait, l'assurance vie, ben non, ça ne marche pas, parce que c'est en expérimentation. Et donc, normalement, on a dû signer comme quoi, effectivement, on était d'accord pour participer à cette expérimentation. Et du coup, alors là, motus et bouche cousue. Donc, c'est plus en posant des questions qu'en donnant des réponses, je me suis rendu compte. Est-ce que tu t'es informé d'eux? Est-ce que tu as vu le nombre d'eux, etc. Et puis, cette histoire d'assurance, pour ceux qui sont un peu vénaux, ça marche pas mal. Je voudrais juste dire une chose par rapport justement à la question comment éveiller. Je trouve que justement, c'est assez compliqué et plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, je ne cherche plus du tout à convaincre qui que ce soit. C'est fini ça depuis longtemps, ça m'a passé depuis longtemps. Je fais passer des informations. Et j'estime que c'est vraiment un travail personnel. En plus, c'est très violent, la prise de conscience. Et on peut devenir très violent, voire même agressif, en pensant qu'en fait, que c'est pour le bien de je sais pas quoi, qu'on fait ça, voilà. Je pense que c'est un cheminement qui se fait... C'est un cheminement personnel qui se fait tout seul. C'est bien sûr le fait d'avoir quelqu'un qui fait passer des informations, on regarde ou on ne regarde pas. Chacun fait comme il veut.
mais chercher absolument à convaincre, à éveiller, je pense que c'est, à mon sens, c'est une erreur de stratégie, tout simplement. C'est vraiment une erreur de stratégie, et j'estime que je n'ai pas le droit de faire ça non plus. Je ne suis pas là pour ça. Je donne de l'information à qui veut bien la prendre, j'explique si on me demande. J'essaye d'incarner ce en quoi je crois, c'est déjà pas mal. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait pour qu'on arrive à ce que des personnes s'interrogent. S'interrogent parce que justement, on n'est pas complètement illuminé, on n'est pas complètement... on vit normalement, on est des gens qui réfléchissons. Et justement, c'est comme ça qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Mais tiens, mais au fait, on n'a pas parlé de ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Et à ce moment-là, oui, on peut dire des choses, toujours en respectant la liberté de conscience de chacun, ça me paraît vraiment très important. Et en plus, c'est tellement violent qu'il y a une grosse part de déni quand même qui est là pendant longtemps. Moi aussi, je l'ai vécu, hein. Et puis il y a cette phase de déni où en fait c'est tellement énorme, ce mensonge étatique, c'est tellement énorme en fait qu'on ne peut pas y croire, parce qu'on n'arrive pas à y croire. Donc ça prend du temps de lâcher avec tout ça, et ça prend beaucoup de temps, et je pense qu'il faut respecter ce temps-là chez les gens, ce temps-là n'est pas le même pour tous.